cette vidéo va vous faire sérieusement douter de la sécurité que vous ressentez vraiment chez vous. Le foyer est censé être un sanctuaire, un endroit où l'on peut enfin souffler, échapper aux exigences du monde extérieur et, par-dessus tout, se sentir en sécurité. Quand cet espace est violé, ce n'est pas seulement une atteinte à l'intimité, c'est une transgression profonde, bouleversante et terrifiante. Cette affaire reste l'une des plus absurdes et déchirantes qu'on puisse imaginer. Et le pire, c'est qu'elle aurait pu être évitée avec le simple geste de tourner une clé. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire tragique d'Amanda Blackburn. Notre récit nous emmène à Indianapolis, une ville réputée pour son esprit communautaire chaleureux et son ambiance de petite ville, où plus de 83% des habitants se disent chrétiens. Surnommé « Carrefour de l'Amérique », Indianapolis se trouve au croisement des grandes routes reliant le Michigan, l'Illinois, le Kentucky et l'Ohio, un point de rencontre pour des trajectoires qui, autrement, ne se seraient jamais croisées. Pour le couple au cœur de cette histoire, cet événement est une rencontre qu'ils auraient donné n'importe quoi pour éviter. Voici Amanda, 28 ans, et son mari Dave Blackburn, 30 ans, un pasteur passionné et son épouse douce, généreuse et rayonnante. Pour beaucoup, ils incarnaient le couple américain idéal, admiré pour leur foi, leur bienveillance et leur avenir prometteur. Venus de Caroline du Sud, ils s'étaient installés ici animés par une mission commune, porter la parole de Dieu dans une nouvelle communauté. Ensemble, ils avaient fondé l'église Resonate dans le nord d'Indianapolis, un ministère lancé en 2011 dans le but de transmettre la force transformatrice de l'Évangile. Contrairement à l'image qu'on se fait souvent des fondateurs d'églises des figures plus âgées et expérimentées, Amanda et Dave étaient jeunes, pleins d'énergie et parfaitement connectés au monde d'aujourd'hui. Leur histoire d'amour avait commencé en 2006 à la Pensacola Christian College, en Floride, l'attirance avait été immédiate et profonde. Amanda était née à l'été 1987 à Assen, Michigan, de Phil et Robin, un couple de chrétiens dévoués. Son père était pasteur. En 1995, la famille avait déménagé à Elkhart, dans l'Indiana, où Amanda avait grandi avec sa sœur Amber et son frère James. On la décrivait comme une âme tendre, attentionnée, très proche de ses frères et sœurs. Adolescente, elle brillait par son sérieux, excellente élève tout en étant très impliquée dans sa communauté religieuse. Diplômée en 2006 de l'Elkhart Christian Academy, elle avait pris la décision courageuse de quitter le nid pour commencer une nouvelle vie en Floride. C'est là qu'elle avait rencontré Dave, un garçon apprécié pour sa chaleur, son humour et son sourire contagieux. Oui, cliché, mais ce sourire illuminait vraiment une pièce. Plus ils passaient de temps ensemble, plus ils découvraient que leurs rêves et leurs valeurs étaient parfaitement alignés. Très vite, ils avaient emménagé ensemble et adopté un chien, Mel, qu'ils considéraient comme leur premier enfant. Les photos de cette époque débordent de joie et de tendresse. En août 2008, 2 ans à peine après leur rencontre, ils s'étaient mariés, scellant un amour déjà profond. En 2011, direction Indianapolis pour réaliser leur mission commune de répandre le message du Christ. Ce déménagement les avait aussi rapprochés de la famille d'Amanda, un bonheur décuplé en 2014 avec la naissance de leur premier enfant, un petit garçon prénommé Weston. En tant que famille, ils rayonnaient. Dave s'épanouissait dans son rôle de pasteur et dans la construction de leur église, Amanda restait très active, courant des marathons avec ses parents et ses frères et sœurs. Dave, lui, entretenait sa forme à la salle La Fitness. Sur les réseaux sociaux, on ne voyait que du bonheur, famille, amis, communauté ecclésiale en pleine croissance. En 2015, la joie avait atteint son apogée avec l'annonce d'une deuxième grossesse, une petite fille qu'ils avaient déjà prénommée Everett Evie Grace Blackburn. Mais ce bel avenir s'est brutalement brisé. Le 10 novembre 2015, ce qui avait commencé comme une matinée ordinaire pour Dave s'est transformé en cauchemar. Il s'était levé vers 6 heures pour son entraînement matinal, une discipline presque surnaturelle quand on sait à quel point il est dur de quitter un lit chaud à cette heure-là. Vers 7h30, après sa séance, il était rentré. Pour ne pas réveiller Amanda, il était ressorti prendre un appel dans sa voiture, un geste attentionné en apparence anodin. Ce matin-là allait pourtant être radicalement différent de tous les autres. Lorsqu'il était enfin entré dans la maison, Dave avait découvert une scène d'horreur. Amanda gisait au sol, dans une mare de sang. Elle respirait encore, mais ne réagissait plus. Par miracle, le petit Weston dormait en haut, indemne. Après avoir vérifié que son fils allait bien, Dave avait composé le 911, suppliant qu'on sauve sa femme. Les secours étaient arrivés rapidement, ils avaient trouvé Dave au bout de l'allée, les mains couvertes de sang. Amanda avait été touchée par 3 balles, une dans le dos, une dans le bras, une derrière la tête.
Contre toute attente, elle était encore en vie, mais dans un état critique. Chaque seconde comptait, elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Malgré tous les efforts des médecins, Amanda et le bébé qu'elle portait étaient décédés le lendemain. Dave tenant sa main jusqu'au bout. Le choc avait été immense. En l'espace d'une matinée de novembre ordinaire, Dave avait perdu sa femme et la fille qu'ils attendaient. 3 questions brûlantes s'étaient immédiatement imposées. Comment cela avait-il pu arriver? Qui était responsable? Et pourquoi Amanda? Il était clair qu'Amanda avait été assassinée avec une sauvagerie rare et que quelqu'un devait répondre de ce crime. Mais qui? Et pour quel motif? L'enquête avait démarré, mais les policiers eux-mêmes étaient déconcertés. Les Blackburn n'avaient pas d'ennemis connus, pas de dettes, pas de conflits. Ils menaient une vie paisible, heureuse, entourée d'amour. Le mobile restait introuvable, et l'affaire semblait poser plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Sur la scène de crime, plusieurs éléments troublants étaient apparus. Dave et Amanda faisaient tellement confiance à leur quartier qu'ils verrouillaient rarement leur porte d'entrée. Ce matin-là, cette habitude avait permis aux tueurs d'entrer sans la moindre résistance. La maison, d'ordinaire impeccable, était méconnaissable, d'importantes projections de sang et des fragments de matière cérébrale jonchaient le sol à 1,50 m du corps d'Amanda. Elle gisait face contre terre, nue, son sous-vêtement à côté d'elle. Non loin, du courrier et des cartes bancaires éparpillées mais pas toutes. Sur le plan de travail, un paquet de cigarilles au Swisher, des écouteurs, un rouleau de ruban adhésif, rien de tout cela n'appartenait au Blackburn. Le téléphone d'Amanda était intact dans la chambre, et leur chien Mel, bien que coincé, était sain et sauf. Un autre indice crucial, un appel manqué de la Chase Bank à 7h53 sur le portable d'Amanda, lié à une activité suspecte sur son compte. Au départ, tout désignait une intrusion domiciliaire tragique, mais la quantité d'indices laissés sur place avait fait naître des doutes, et si la scène avait été arrangée. Certains avaient même pointé du doigt le timing, pratique, de l'absence de Dave au moment des faits. Ces soupçons, cependant, n'avaient pas tenu, la routine de Dave était prévisible, n'importe qui pouvait savoir qu'il partait à la salle entre 6h et 7h30 et que la porte restait ouverte. Son alibi à la salle de sport était solide. Par ailleurs, le couple semblait sincèrement heureux, amoureux, excité à l'idée d'accueillir leur deuxième enfant. Malgré cela, certains internautes avaient vite tiré des conclusions hâtives, alimentées par les nombreux scandales impliquant des pasteurs ces dernières années, affaire John White, Timothy Tillman, Helga, ou encore l'enquête sur la méga-church au Texas. La méfiance envers les leaders religieux était à son comble. Après la mort d'Amanda, Dave avait lancé une vaste campagne médiatique, réseaux sociaux, télévision locale, interviews, tout pour maintenir l'attention sur l'affaire et récolter des indices. Malheureusement, cette visibilité avait aussi nourri les théories complotistes, détectives amateurs accusant Dave lui-même, pointant son calme apparent en interview, les 12 minutes avant d'appeler les secours, ou la rapidité avec laquelle il avait sollicité le soutien en ligne. Ses proches avaient fait bouclier, mais la pression publique était devenue écrasante. Les enquêteurs, eux, l'avaient très vite blanchi et s'étaient concentrés sur l'hypothèse d'une intrusion qui avait mal tourné. Ils avaient rapidement découvert que la maison des Blackburn n'était pas la seule visée ce matin-là, 3 cambriolages dans le quartier, plus d'autres dans le mois. Une semaine plus tôt, une femme sous la douche avait été surprise par un homme masqué armé qui l'avait forcée à sortir pour voler bijoux, sacs, téléphone et ordinateur, un mode opératoire qui allait devenir terriblement familier. Chez les Blackburn, très peu de choses avaient disparu, une carte bancaire et un MacBook, signe que les cambrioleurs avaient probablement été dérangés. Le voisinage, choqué, avait massivement partagé ces vidéos de surveillance. L'une d'elles avait capté 2 détonations vers 6h30, d'abord prises pour des pétards. D'autres habitants avaient vu une silhouette toute de noir vêtue parler au téléphone vers 7h avant de monter dans une Chrysler Sebring argentée. Les caméras avaient confirmé, un homme masqué rôdait, puis montait dans la voiture. Ce véhicule, volé quelques heures plus tôt à 5h23, contenait téléphone, ordinateur, sac et clés de la propriétaire qui n'avait rien vu. Les images montraient 3 individus. Après avoir tué Amanda, les 3 hommes avaient continué leur série. 1 heure plus tard, un nouveau cambriolage, filmé lui aussi. 4 téléviseurs, un MacBook Pro, un collier Tiffany, un pull, des draps, et même un sac d'orange. Ils étaient repartis avec plusieurs bouteilles de vin, choix peu nutritif mais précieux pour les enquêteurs. L'ADN sur les bouteilles allait parler. La Chrysler avait été retrouvée le lendemain, abandonnée à quelques minutes du lieu du crime. À l'intérieur, pull trop grand, sac d'orange,
télécommande universelle, chemise rose d'homme et crucial un ticket de distributeur montrant une tentative ratée de retrait de $500 avec la carte d'Amanda. L'un des hommes avait tenté de se masquer le visage avec la chemise rose, et l'avait oublié dans la voiture. L'ADN correspondait à Jalon Watson, 21 ans, tout juste sorti de conditionnel pour cambriolage. Son dossier menait à Diano Gordon, lui aussi sous surveillance électronique. La géolocalisation de leur téléphone les plaçait sur les 3 lieux des cambriolages et au distributeur. Un appel de Watson et Gordon avait été passé à Larry Joe Taylor Jr. 18 ans. Les 3 hommes avaient passé la nuit ensemble, leur logeuse se souvenait qu'ils étaient partis vers 3h30 avec l'arme de son compagnon et une chemise, 2 éléments qui allaient être retrouvés liés à la scène de crime. L'arme avait même servi à un autre meurtre quelques semaines plus tôt. 11 jours après la mort d'Amanda, Larry Joe Taylor Jr. était arrêté pour meurtre, vol et effraction. En décembre, Watson et Gordon l'étaient à leur tour. Très vite, les langues se sont déliées. Diano Gordon avait été le premier à accepter un accord, en échange de son témoignage, il livrait tout. Selon lui, les 3 avaient prévu une série de cambriolages ce matin-là, mais c'était Larry qui avait insisté pour prendre une arme. Une fois dans la maison des Blackburn, Larry était entré dans la chambre où Amanda dormait encore, apparemment pour le frisson. Quand elle s'était débattue, la situation avait dégénéré. Larry l'avait prise en otage pendant que les 2 autres tentaient de retirer de l'argent avec sa carte. Le code ayant échoué, Larry avait raccroché, l'avait violée, puis lui avait tiré 3 fois dessus alors qu'elle s'effondrait. Il avait ensuite appelé ses complices pour qu'ils viennent le chercher, scène captée par les caméras. Diano racontait que Larry semblait presque fier, restant debout au-dessus d'Amanda qui se vidait de son sang, avant de donner le signal pour le cambriolage suivant. Grâce à ces déclarations, les chefs d'accusation contre Larry s'étaient alourdis: cambriolage, vol avec violence grave, séquestration, vol de véhicule, port d'armes illégales et double meurtre avec circonstances aggravantes. Les 2 meurtres concernaient Amanda et une autre victime antérieure. La mort du bébé à naître n'avait pas donné lieu à une accusation séparée. Diano avait tenu parole et témoigné, Jalon devait faire de même. Face à 2 témoins à charge, les chances de Larry au procès étaient quasi nulles. Le procès avait néanmoins connu 2 annulations pour vice de procédure liées à la grossesse d'Amanda. Comme la mort du fœtus n'était pas poursuivie séparément, le juge avait interdit d'y faire allusion, mais plusieurs jurés en avaient déjà entendu parler. Finalement, un procès sans jury avait été décidé, décision fatale pour Larry. Jugé coupable de tous les chefs, il avait écopé de 86 ans de prison, sans aucune chance de sortie. Les procès de Diano Gordon et Jalon Watson avaient eu lieu en mars 2021 et 2022. Grâce à leurs accords, ils n'avaient été condamnés que pour cambriolage et vol avec violence grave, 5 chefs abandonnés. Jalon, 29 ans, réduit ensuite à 15, 10 fermes minimum, Diano, 30 ans, 25 fermes plus 5 avec sursis. La différence de traitement reste floue, surtout que Diano avait coopéré en premier. Pour la famille d'Amanda, il avait fallu attendre cette longue et douloureuse année avant d'obtenir un semblant de justice. Davey, qui avait perdu sa femme et l'enfant qu'ils attendaient, avoue avoir ressenti une colère immense. Avec le temps et sans doute grâce à sa foi, il a choisi de pardonner. Son remariage moins d'1 an après les faits avait cependant choqué beaucoup de monde. Chacun vit son deuil différemment, mais la rapidité avait alimenté les soupçons persistants de certains. Aucune preuve, aucun des 3 tueurs n'a jamais ne serait-ce que suggéré la moindre implication de Davey. Pourtant, une petite partie du public continuera toujours à douter. Dans son livre, Davey écrit avec humour qu'un jour, au paradis, il présentera Amanda à ses bourreaux pour qu'ils puissent enfin lui dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, et partager les bons souvenirs aussi. Coureur passionné, il dit qu'Amanda lui a passé le témoin à Krista, une image qui, même si elle n'était pas prévue, apporte un peu de paix à lui et à sa nouvelle épouse. Comme tous ceux qui l'ont aimé, Davey se souvient d'Amanda comme d'une personne d'une générosité rare, toujours tournée vers les autres. Il l'a décrite comme la personne la plus altruiste qu'il ait jamais connue, elle a fait de sa vie un don aux autres, c'est pour ça que sa disparition nous a tous bouleversés à ce point. Nous avons tous ressenti l'amour et l'attention d'Amanda, parce qu'elle n'a jamais vécu pour elle-même. L'enquête est close, les coupables sont derrière les barreaux, mais une poignée de personnes garderont toujours leurs doutes. Si cette affaire vous a captivé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. On poste une nouvelle affaire criminelle chaque soir. D'ici là, restez prudents, restez vigilants.